Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 19e webinaire Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans, qui est reconnue d'intérêt général et qui accompagne les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi. Composé de chefs d'entreprise, d'experts métiers, de bénévoles, nous soutenons tous les entrepreneurs, qu'ils soient en société, TPE, PME, avec ou sans salariés, indépendants, freelance ou en micro-entreprise et sans aucun critère de sélection. Second Souffle, c'est en France métropolitaine, mais également en Outre-mer. Et d'ailleurs, je salue Sophie, qui est à l'île de Réunion, qui est notre responsable d'antenne de l'île de relais de l'île de la Réunion. Bonjour Sophie. Donc bonjour à tous. Donc sur cette webinaire, je vous rappelle pour ceux qui ne savaient pas encore, donc c'est Livestorm, une plateforme française. Et donc sur Livestorm, vous allez avoir sur la droite de votre écran deux onglets. Un onglet chat pour discuter entre vous ou entre nous et un onglet questions pour poser vos questions. Pour poser vos questions, le bouton se trouve tout en bas. Et chaque question, vous pouvez également voter pour les questions des autres, celles que vous trouvez pertinentes. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, il se trouve à droite de la question, ça fait un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, le vote s'annule. Voilà. Et donc, à la fin de notre webinaire, on répondra aux questions qui a les meilleurs votes. Des petits problèmes techniques. Vous avez un lien normalement qui se trouve tout en haut. Voilà. Je vous rappelle que la semaine prochaine, un grand événement, les 24 heures pour rebondir, 8e édition, spéciale rebondir au féminin. Donc c'est de 10h à 18h avec des intervenantes d'exception. On aura la ministre déléguée à l'égalité des sexes, hommes-femmes, Elisabeth Moreno. On aura, enfin vous voyez qui défile en ce moment. Je suppose que vous savez à peu près toutes, vous êtes tous au courant qu'il y a cet grand événement la semaine prochaine. Et donc, pour commencer, je vais vous dire que après tous les webinaires qu'on a fait déjà depuis la rentrée, on a fait entreprendre au féminin, les contraintes, les opportunités. On a fait le webinaire entrepreneurs, croyez en vous, entrepreneurs, croyez en vous. Alors nous continuons aujourd'hui notre série avec ce webinaire ayant pour thème le rebond au féminin, devenez entrepreneur. Et avec nous aujourd'hui, deux femmes, deux entrepreneurs. Elles ont connu l'échec, elles ont rebondi. Et pour elles, entreprendre, c'est dans leur tripes. Chères visio-spectatrices, chers visio-spectateurs, merci d'accueillir Céline André et Marine Levrat. Bonjour mesdames. Bonjour William. Bonjour William, bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer par Céline. On va faire un petit tour de table, on va se présenter, parcours, voilà, impôt sur le revenu, mensuration, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Moi, carrément. Ouais. Bonjour, moi je suis Céline André, j'ai 48 ans, je suis maman de deux grands-enfants de 20 ans et 24 ans. Je suis basée sur Paris et je suis aujourd'hui déléguée générale de l'association Femmes des Territoires, qui a un réseau d'entraide dans l'entrepreneuriat féminin. J'ai intégré ce réseau que j'ai connu dans mon parcours entrepreneurial. À l'origine, j'ai fait un parcours en études je fais des études de droit qui m'ont mené au métier de notaire, parce que j'aimais le droit civil, alors j'ai fait notaire. Je connaissais pas ce métier, mais j'ai choisi ça. Je me suis aperçue rapidement que c'était pas forcément fait pour moi, mais j'y suis quand même restée pendant 12 ans. Donc voilà, une aventure dans le notariat pendant 12 ans. Et puis comme à un moment, j'ai fait une petite crise de la quarantaine vers 35 ans. J'ai regardé un petit peu ma vie en face et puis je bossais 12 heures par jour. J'étais devenue insomniaque. J'avais perdu 15 kilos en 2 ans. Évidemment, mon couple n'allait pas très très bien. Et puis, je me suis demandé ce que je faisais là. J'étais dans le Poitou, à Poitiers. J'étais pas née là. Qu'est-ce que je faisais là ? Et en regardant ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as choisi en fait ? Tu as fait des choix il y a longtemps. Est-ce que tu les as fait pour toi ou est-ce que tu les as fait pour faire plaisir ? Et puis, du coup, tout m'est venu en réalité. Et très rapidement, je prends souvent cette image. J'étais dans un train. Je connaissais bien la direction, j'allais vraiment droit dans le mur. Et pourtant, ce train, il s'arrêtait régulièrement et je descendais pas.
Donc, à un moment, j'ai décidé de descendre. Je suis descendue assez vite, il faut le dire. J'ai tout quitté du jour au lendemain. J'allais m'installer notaire, j'avais mes associés, je devais m'installer dans l'année. Donc, j'ai dû leur dire que j'arrêtais. J'ai mis ma maison en vente. Et je suis partie, et là j'ai décidé que j'allais vivre en Bretagne. Et donc je suis partie en Bretagne dans un camping-car avec mes enfants, et j'ai fait un premier arrêt à la Trinité-sur-Mer en Bretagne. Voilà. Et ça a été le début de mon aventure entrepreneuriale par la suite. Et donc, c'était quoi alors cette aventure? Alors cette aventure, en fait, j'ai monté une agence immobilière en ligne. Alors c'était en 2008. En 2008, il n'y avait pas encore beaucoup d'agences immobilières en ligne. J'ai eu cette idée, donc pendant environ 6 mois, j'ai développé ce concept. J'étais très très bien inspirée. J'ai déposé les statuts de ma SARL le 1er octobre 2008, avant la crise des subprimes. Voilà. Donc dans un marché immobilier où tout allait bien, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Pour autant, cette entreprise a tenu. En plus, j'étais sur un marché immobilier assez particulier de résidence secondaire, sur le secteur de Carnac-la-Trinité. Donc, un marché qui a mis du temps à réagir et à réajuster ses prix. Cette entreprise-là a tenu pendant 4 ans. Et puis, j'ai décidé au bout de 4 ans de la fermer parce que mes chiffres n'étaient pas bons. J'étais pas en danger, mais j'ai préféré, par sécurité, la fermer. Chose que j'ai regrettée par la suite. Sur le mode, en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai décidé de la fermer proprement, de manière volontaire, et ça m'a coûté très très cher de fermer de cette manière-là. D'accord. Voilà. J'ai ensuite quitté le secteur de la Trinité pour aller à Lorient, et là je suis retournée dans le salariat. Je crois que Marine, tu en parleras tout à l'heure. C'est difficile de fermer sa première boîte. Il faut se reconstruire quelque part. Ça a été, je pensais pas que ça serait si dur en fait, même si je l'avais fait volontairement la première fois. J'avais quand même quelque part un petit sentiment d'échec quelque part. C'était volontaire, mais il me restait quelque chose. Il a fallu retourner dans le salariat. Il a fallu aussi qu'à un moment je choisisse aussi de retourner dans le notariat, alors que vraiment j'avais pas envie d'y aller, mais voilà, il fallait manger, il fallait vivre, il fallait avoir des droits sociaux aussi. Voilà, j'avais plus de couverture pour moi et mes enfants, donc il a fallu faire des choix difficiles, et là c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée. Oui, mais quand on a l'entrepreneuriat dans les tripes, échouer, c'est quelquefois ne pas se lancer, comme dirait Marine. Exactement. Alors moi, il m'a bien fallu 2 ans en fait avant de reprendre de la ressource. J'ai donné des cours, j'ai fait plein de choses, et au bout de 2 ans, je me suis dit mais non, vraiment, je peux pas, j'y arrive pas. Et là, cheminé, les idées sont venues, et puis petit à petit, j'ai repris de la niaque et j'ai remonté pendant 18 mois un nouveau projet que j'ai fait totalement différemment. Donc là, c'était une entreprise qui mettait où je pouvais mettre toutes mes compétences, en fait, mes compétences de juriste, les compétences que j'avais eues dans cette expérience d'agence immobilière, pour les mettre au service des particuliers, pour les aider à vendre de particulier à particulier. Et là, j'avais beaucoup plus d'ambition. J'avais envie de monter une licence, une franchise. Donc, j'ai monté un site internet. J'ai mis 18 mois. J'ai décidé d'y aller que si une banque croyait en moi. J'ai décidé de choisir une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, ce qui fait que mon idée était validée par la structure. J'ai eu un prêt d'honneur. Après, la banque m'a suivi. Et donc là, je suis partie dans l'entrepreneuriat, dans ma deuxième entreprise, alors que la première, je l'avais fait vraiment toute seule dans mon coin. J'y connaissais rien, j'avais peur. En fait, j'avais peur des autres, j'avais peur de la concurrence, etc. Et sur la deuxième entreprise, je me suis totalement ouverte. Je me suis fait accompagner, j'ai fait du réseau, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, j'y suis partie avec une nouvelle niaque. Voilà. Pour autant, ça n'a pas marché. Pour autant, ça n'a pas marché. Parce qu'effectivement, j'avais l'ambition de développer une licence, et qu'au bout de 2 ans, j'ai bien vu que mes chiffres ne me permettraient pas d'avoir cette ambition-là. Même si l'entreprise fonctionnait moyen, j'allais pas aller vers mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de transmettre.
C'était pas de faire, c'était de transmettre. Et là, c'était un peu dur parce que là, je suis partie en liquidation judiciaire. Et là, la procédure de la liquidation judiciaire est assez difficile parce que du jour au lendemain, vous êtes convoqué au tribunal. Donc, vous avez toujours vos clients, en fait, à un moment, vous continuez à travailler et du jour au lendemain, en fait, voilà, tout s'arrête. Mon site internet a été coupé, vous rendez le chéquier, vous rendez les clés du bureau et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait des organismes qui pouvaient nous aider dans ces moments-là. Et j'en aurais eu certainement besoin. Second souffle est là pour ça. Voilà, et je ne connaissais pas, et c'est pour ça que quand tu m'as proposé, William, de participer, et aujourd'hui, voilà, maintenant que je travaille dans le réseau d'entrepreneuriat féminin, mon but, c'est mon expérience d'entrepreneur qui m'a fait rentrer dans le réseau Femmes de Bretagne, puis Femmes des Territoires, pour porter à la connaissance des femmes qu'il faut se faire aider. Il faut se faire aider à chaque étape, il faut ne pas rester isolé, il faut s'entourer. Il y a plein d'organismes pour vous aider à créer votre entreprise, qui vont vous entourer. Il faut faire du réseau, il faut s'ouvrir. Et puis, quand ça va pas bien, aujourd'hui, il y a plein d'associations comme Second Souffle pour vous accompagner. Et moi, c'est vrai que je ne les connaissais pas. Je me suis fait accompagner dans la création, mais je me suis pas fait accompagner dans la liquidation. Et je le regrette. Voilà, ça m'aurait certainement beaucoup aidé. Donc toi, Céline, tu as créé ta première entreprise toute seule, sans aide extérieure. Et la deuxième, en t'aidant avec les autres. Oui. Et Marine, si maintenant je passe la main à Marine, elle a fait l'inverse. Exactement. Moi, j'ai tout à fait le parcours opposé, du moins d'un point de vue entrepreneurial, que celui de Céline. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Pour vous expliquer un petit peu mon histoire, moi, j'ai commencé par un BTS communication des entreprises et par la suite, j'ai rattrapé sur une école de commerce. Et ma première expérience professionnelle a été dans une agence de communication. Donc, j'avais un petit chemin tout bien tracé. Enfin, voilà, l'école de commerce parisienne, le travail d'agence de communication à Paris également. J'ai commencé en CDD, un CDI était en préparation. Et en fait, je me suis rendu compte que ce chemin, c'était pas du tout le mien. C'est-à-dire que moi, je suis cavalière depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé les chevaux, la nature, et j'ai toujours habité à Paris. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour m'épanouir de ce côté-là. T'aurais pu rentrer dans la garde nationale? Oui, c'est vrai, mais c'était quand même un autre aspect professionnel, j'entends. Là, je pratiquais ça vraiment en tant que loisir. J'ai essayé de convaincre mes parents de m'envoyer dans cette voie-là. Ils m'ont dit non, d'abord tu vas commencer par faire un BTS, on en reparlera après. Et je les remercie beaucoup pour ce choix-là, parce que sinon j'en serais pas là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aspirais vraiment pas du tout à cette qualité de vie-là. Et pratiquement du jour au lendemain, j'y ai quand même réfléchi, parce que c'est un choix qui avait des conséquences. J'ai remercié mes collègues de travail et je leur ai dit je m'en vais en fait. Voilà, je veux pas rester ici, j'aspire à autre chose. Donc pendant un petit temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec un ami qui est en train de créer sa société sur sa communication. Et comme il en était vraiment au stade de projet, j'en ai profité pour mettre un petit peu le nez dans son business plan en fait, pour lui donner un autre avis extérieur. Voilà, j'avais quand même les compétences et les connaissances de par mon école de commerce pour pouvoir gérer une société et la créer. Et puis là, déjà, ça a commencé un petit peu à me plaire, en fait, toute cette partie création d'entreprise, business plan, mais sans que vraiment je m'intéresse plus que ça, jusqu'au moment, en fait, où je me suis dit que l'idéal pour moi, ce serait d'allier ma passion et mon travail, donc c'est-à-dire l'équitation et mon travail, donc que la communication, c'était un petit peu compliqué, mais mon entreprise, en fait, puisque j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours été un petit peu touche à tout, je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais. Et j'ai cherché en France, de préférence loin de Paris, une sellerie, donc équestre, à vendre. Et j'en ai trouvé une totalement par hasard en Bretagne, juste à côté de Saint-Malo Beach City. Et je m'y suis rendue. J'avais jamais mis un pied en Bretagne. La sellerie m'a plu et j'ai dit banco, j'achète. Voilà. Donc pour le coup, moi j'ai fait ça toute seule. J'ai construit mon business plan parce que je savais le faire. Ensuite, par la suite, quand je me suis installée en Bretagne, je me suis quand même tournée vers des organismes d'aide à la création pour faire valider mon business plan, puisque je voulais pas prendre tous ces risques toute seule. Je voulais quelqu'un quand même me valide mes choix, me valide mes hypothèses. J'ai eu mon crédit bancaire sans trop de difficultés et je me suis lancée dans cette aventure-là.
Donc, pour le coup, ça a été un changement radical, hein. Je suis passée de la vie parisienne à la vie à Saint-Malo, pour mon plus grand bonheur. Mais j'ai vraiment apprécié toute cette phase de création d'entreprise et cette première année. Là-dessus, c'est indéniable. J'étais vraiment dans l'euphorie du moment, je découvrais tout, je m'occupais de tout. Enfin voilà, moi qui étais vraiment touche à tout, j'étais à mon apogée dans cette expérience-là. Et au bout de la première année, les résultats commençaient à plus correspondre à ce que j'avais prévu. C'était difficile, les fins de mois étaient vraiment très très rudes. Je commençais à être malade physiquement. Vraiment, je ramenais des problèmes à la maison. En fait, tout n'était que ma société. Je travaillais beaucoup, mais je savais que c'était le jeu quand on créait sa boîte et qu'on était toute seule. Je savais que ça faisait partie des inconvénients entre guillemets, parce que je voyais pas ça comme des inconvénients, mais ni des sacrifices. Mais au bout d'un moment, ça commençait à me peser, puisque je pouvais pas me verser de salaire. Je voyais les chiffres qui diminuaient au fur et à mesure, et j'en étais malade physiquement. Enfin, alors, technique de régime idéale, quoi. Pour le coup, post-fête, ça a été fatidique, quoi. Et j'osais pas en parler. J'avais honte. Quand les gens m'appelaient, je disais oui, ça va, non, c'est rien, j'ai attrapé un petit coup de froid, voilà, c'est pour ça que je suis un peu patraque. Et même auprès de mes parents, c'était compliqué quand mes amis m'appelaient aussi, parce que j'avais pas envie qu'à chaque fois ils m'appellent, je leur dis non, ça va pas, ou voilà, il y a ci, il y a ça. C'était vraiment très très compliqué. À côté de ça, j'ai eu des problèmes personnels avec mon cheval, donc c'est-à-dire que j'étais en train de perdre mon boulot, ou du moins il m'échappait, et j'avais ce côté aussi personnel ou qui me permettait d'avoir un petit peu de bonheur qui s'échappait aussi. Et jusqu'au jour où ça allait plus. Et j'ai expliqué la situation de A à Z à mes parents. On a regardé les chiffres et le coup près est tombé de la part de ma mère qui dit maintenant c'est rideau, tu retournes à la sellerie, tu prends les papiers de banque et c'est fini. On s'y attend pas, on s'y prépare pas. C'est bonjour, c'est la liquidation. Enfin moi en l'occurrence c'était un dépôt de bilan. C'était d'une violence. J'en ai pleuré tout un week-end. Et je ne me souviens plus de ce week-end d'ailleurs. C'est dire à quel point mon cerveau a décidé de faire l'impasse sur ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais vraiment dévastée. Tu étais comme les chevaux, tu avais des œillères. Pardon ? Tu étais comme les chevaux, tu avais des œillères. Exactement, c'est ça. Ouais. Et je me souviens juste de ma mère qui me dit ça, être installée dans mon salon, mon père à côté, de faire un ou deux papiers administratifs à mon bureau, et c'est tout. Mais vraiment, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des blackouts comme ça, et j'ai fait quelques soirées étudiantes quand même. Et alors, comment tu as rebondi ? Comment j'ai rebondi ? Ça m'a pris 2 ans, comme Céline. Ça a été très long. Et je pense que c'est un processus qui prend du temps, qui est propre à chacun et qu'il faut vraiment respecter. C'est-à-dire que déjà, avant de parler du rebond, il y a, comme l'a mis en lumière Céline, il y a ce dépôt de bilan auquel on ne se prépare pas. Moi, j'étais toute seule et c'est là où j'ai regretté aussi d'être toute seule, en fait. C'est que je me suis quand même retrouvée pratiquement du jour au lendemain au palais de justice de Saint-Malo. Moi qui n'ai jamais commis une infraction de ma vie, pour assister à un défilé de robes d'avocats, etc. Alors que, en fait, mon seul tort avait été de créer ma société et ça n'avait pas pris. Donc ça, sur le coup, psychologiquement, ça fait aussi très, très mal. Il m'a fallu un peu de temps pour me retaper, bien 6 mois, pour comprendre que j'avais choisi le choix de la raison, que j'avais été responsable. Et j'en étais à un stade où je devais presque me pardonner d'avoir fait ce choix. Et à partir de ce moment-là, il faut bien retravailler, voilà, comme l'a dit Céline, parce que il faut manger, il faut payer son loyer. J'avais beau expliquer à mes amis que ça allait, c'était quand même dur au début. Quand j'ai repris un travail donc alimentaire, en l'occurrence, je travaillais dans un hôtel-restaurant, sachant que le service c'est pas du tout mon truc. Les coups de feu, moi, je réagis mal à la pression, mais j'ai pris ça parce que je pouvais commencer le lendemain et que je me suis dit de toute façon, foutu pour foutu, va travailler. Voilà, que ça ne plaise ou pas, de toute façon, va travailler. Et donc cette deuxième entreprise là. Et donc par la suite, pendant en fait ce travail-là, m'est venue l'idée de créer une deuxième société suite à la première. J'avais constaté que pour la création de ma première entreprise, j'avais pas forcément trouvé d'aide à la création d'entreprise, sachant que moi j'avais déjà les connaissances nécessaires par mon école de commerce. Et donc je me suis dit qu'en fait c'était simple, il y avait un besoin, une place sur le marché, et j'ai décidé de m'y installer tout simplement.
Et pour cela, j'ai donc créé une micro-entreprise. Donc, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur. Et la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de m'entourer. C'est ainsi que j'ai trouvé Femmes d'Aéro-Bretagne, Femmes de Territoire, pour pouvoir justement ne plus rester dans cette solitude entrepreneuriale qui m'avait énormément coûté la première fois. Et c'est ainsi qu'est née donc ma société Martine Raconte. Et donc je viens en aide aux porteurs de projets, aux entrepreneurs qui souhaitent créer leur société ou qui l'ont déjà créée et qui n'ont pas les résultats obtenus, pour ne pas qu'ils restent seuls avec leurs problèmes et afin de créer les stratégies les plus efficaces pour leur entreprise. Bien, merci Marine. Alors, on a vu avec vos deux parcours un élément essentiel que tout le monde devrait, futur chef d'entreprise, futur en femme entrepreneur, quelque chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est un élément essentiel, c'est ne restez pas seul. Entourez-vous. Entourez-vous, il y a plein d'associations, on pourra vous donner la liste, hein, Femmes des Territoires, Femmes de Bretagne, en sont deux parmi d'autres. Céline, si tu voulais intervenir, n'hésite pas par rapport à Marine. Oui, on a des parcours assez similaires. Aujourd'hui, le thème, c'est le rebond. Et en fait, moi, je pense vraiment que la vie professionnelle, encore plus aujourd'hui, elle est justement super riche parce qu'elle nous laisse la possibilité de faire plein de choses professionnellement dans notre vie. Et que aujourd'hui, moi, je suis rentrée chez Femmes de Bretagne, puis maintenant, je développe Femmes des Territoires. Et qu'aujourd'hui, je suis intrapreneur au sein de l'association. En fait, c'est toutes mes expériences, celles de salarié, ma formation professionnelle, celle de salarié, ma première entreprise qui m'a donné ce côté commercial, aller vers les autres, ma seconde entreprise, qui font que j'ai aujourd'hui assemblé un puzzle et qu'en fait, il y a pas d'échec. Je n'ai fait qu'apprendre. Je n'ai fait qu'apprendre à chaque fois. Et qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade de ma vie professionnelle où je n'ai aucun regret. Il y a pas d'échec. J'ai essayé. Certaines choses ont marché, d'autres moins bien, etc. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai beaucoup appris. Et puis, il y a la prise de risque, ce qu'on vous a raconté avec Marine, excusez-moi. C'est que oui, à un moment, c'est dur. Bah oui, c'est dur, mais dans la vie, il y a plein de choses dures, mais on s'en remet. Voilà. Moi, dans ma deuxième entreprise aussi, ce que je voulais dire, c'est que je savais que mon concept était un concept à risque et que j'avais à peu près une chance sur deux de me planter. Donc déjà, je m'étais préparée mentalement qu'il y avait ce risque et que j'avais pris toutes les assurances, j'avais les bons statuts juridiques, je m'étais de manière au niveau de mon patrimoine, etc. Ce qui fait que je n'ai pas subi un deuxième échec et j'ai perdu beaucoup moins d'argent avec ma deuxième entreprise qu'avec la première. J'avais tout anticipé. Ce qui compte aussi, c'est d'anticiper dans sa création quels sont les risques personnels, financiers, etc. qu'on va prendre. Et là, c'est pareil, il faut se faire bien conseiller, s'entourer et multiplier les sources d'informations. Voilà, c'est voilà. Et puis voilà, monter une entreprise, il y a une part de risque, il y a une part d'échec. Il faut aussi l'anticiper, ce qui permettra d'autant mieux si ça ne marche pas, parce que voilà, il y a des fois où ça marche pas, de se remettre encore plus vite. Mais de toute façon, c'est tellement riche. Voilà, c'est tellement riche l'entrepreneuriat. C'est dans l'entrepreneuriat féminin. Moi qui côtoie les femmes entrepreneurs au quotidien, on voit bien ce qu'on recherche, c'est le sens. Le sens. J'ai une vie aujourd'hui professionnelle aussi dense qu'avant. Avant mes choix de quitter le salariat, je travaille toujours 10 heures par jour, mais par contre, je le fais avec bonheur parce que ça a du sens. Et nous, les femmes, on cherche beaucoup dans l'entrepreneuriat à donner du sens à notre vie professionnelle. Voilà. Et l'entrepreneuriat va nous permettre effectivement d'aller chercher ce sens dans notre job. J'aimerais juste ajouter, pour le coup, entourez-vous, mais entourez-vous bien. Voilà, je pense que c'est le plus important. Des gens qui vous soutiennent dans cette démarche, parce que oui, voilà, comme le dit Céline, il y a un risque toujours d'échec. Alors échec, je mets quand même des guillemets, puisque même si c'est pas forcément la tournure des événements qu'on souhaite, il y a toujours quelque chose de bon à en retirer en fait. Si Céline et moi n'avaient pas connu ces expériences entrepreneuriales là, on serait pas avec vous aujourd'hui en train de vous expliquer ça. Et on pourrait pas aider d'autres femmes justement à franchir le pas. Et pour être honnête, comme disait William, une de mes grandes phases, c'est de dire que ne pas essayer, c'est déjà un échec en fait. Voilà, quand vous vous lancez dans une partie d'échec ou une partie de Monopoly,
quel qu'il soit, il y a toujours un risque de gagner et un risque de perdre. En fait, c'est le principe. Si jamais on était certain de gagner, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne cour, vous jouez pas au bon endroit, tout simplement, en fait. Et comme disait Nelson Mandela, ce qui est devenu la maxime de Second Souffle, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Exactement. Exactement. Quelques petites questions. Vous savez que maintenant, chers visio-spectatrices et visio-spectateurs, vous avez la possibilité de poser vos questions avant le début du webinaire. On va en poser une. Enfin, je vais vous en mettre une à l'écran maintenant. C'est une question de Gersande. Alors, on va pouvoir. C'est un petit peu ce que tu avais commencé à répondre, Marine. Ah, est-ce que ça clignote chez vous à l'écran? Oui. Non, vous voyez bien ou Non, pas? ça clignote. Ça clignote. Alors, je recommence. Voilà. Alors, quels sont les points de vigilance justement à avoir quand on débute une nouvelle activité en tant qu'entrepreneur? Alors, en termes de points de vigilance, il y en a pas mal. Mais en fait, le meilleur outil que je peux vous recommander pour les identifier, c'est votre business plan. En fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'identifier toutes les opportunités, les forces, les menaces et les faiblesses de votre projet et justement trouver, si jamais c'est pas à votre avantage, des solutions pour y pallier en fait. C'est vraiment ce que je recommanderais. Et les choses auxquelles il faut vraiment faire attention aussi, c'est le choix du statut. Parce que voilà, comme l'expliquait Céline, par exemple, dans sa seconde expérience, elle a choisi un statut qui lui permettait de séparer son patrimoine. Voilà, moi, pour la seconde entreprise, j'ai décidé de prendre le statut de micro-entreprise, alors qu'au début, j'étais en statut, pour aussi justement me permettre en fait d'avoir plus de liberté et moins de frais. En l'occurrence, dans mon cas, puisque pour les services, c'est ce qui s'adaptait le mieux, ce qui n'était pas le cas dans une sellerie où j'avais une activité commerciale avec du stock. Je pense que ça, c'est vraiment les deux points de vigilance les plus importants à prendre en compte. Et on en revient toujours au même point, mais s'entourer, c'est vraiment quelque chose de super important. Et donc pour toi, Céline? Pour moi, c'est d'évaluer ses risques. D'évaluer ses risques et d'évaluer ces risques qui ne sont pas uniquement financiers et professionnels. C'est évaluer les risques. Quand on entreprend, on entreprend avec tout son écosystème, tout ce qui nous entoure, hein, que ce soit le couple, les enfants, la famille, les amis. Hein. C'est d'aller évaluer quels vont être les risques que je prends en entreprenant. Qu'est-ce que je vais perdre? Et qu'est-ce que je vais gagner? Et c'était bien d'évaluer cette balance-là, justement, pour se donner au quotidien. Déjà, ça va permettre de nous rassurer. Voilà. Faire cette balance-là au démarrage, hein, va prendre du temps à la faire. Hein, ça prend du temps à faire comme balance. Ça permet de se rassurer et de savoir qu'on fait le bon choix. Je fais le bon choix parce que moi, je veux du sens, parce que moi, je veux de la liberté, parce que je veux faire mon job de cette manière-là, etc. Et ce qui nous donne toujours voir la direction. Quel est mon but? Parce que le chemin, il va pas être, il va aller en zigzag, mais toujours avoir son but et bien balancer et de se dire en fait, je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Je prends pas tant de risques que ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante, c'est vrai que l'entourage familial et amical est important aussi parce que ça va pas être facile tous les jours, comme dit Marine. On va travailler beaucoup et puis on a une charge mentale très importante. Hein, surtout nous les femmes, on a déjà notre charge mentale domestique. Mais on va avoir aussi la charge mentale, là qui est pas genrée, hein, de l'entrepreneuriat où on est chef d'orchestre de tout. Et ça, voilà, c'est cette balance-là, elle est importante et ça permet toujours, à un moment quand ça va pas, de se dire ah non, mais en fait c'est bien, ça va, on y retourne. Ouais, c'est très important ça. Quand on parlait depuis tout à l'heure de bien s'entourer, mais l'entourage familial et amical est aussi important, si ce n'est plus quelquefois. Oui. Comment se sentir légitime en tant que femme et entrepreneur? Une question de Claire. Oh là là, quelle question! C'est la question d'1 million d'euros. Comment se sentir légitime? C'est marrant parce que je pense qu'on va toujours arriver aux mêmes réponses, hein, c'est s'entourer.
Se sentir légitime, en fait, et j'aime bien la nuance entre légitime et confiante. Sentir légitime, c'est être à sa place, c'est de se sentir à sa place. Et il n'y a que l'extérieur qui va nous faire, le regard de l'extérieur qui va faire qu'on se sente vraiment à notre place. Et c'est là qu'il faut commencer à s'entourer. Là, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait, nous, sur Femmes des Territoires. C'est de s'entourer. Nous, on est un réseau féminin, un réseau d'entraide. On n'est pas un réseau business. Et on est toutes le rôle modèle les unes des autres. Quand on se rencontre, quand on échange, on voit que les parcours sont souvent assez identiques. On est toutes passées par des phases personnelles, professionnelles, etc. Et des fois, on a un petit peu dans le doute de nos capacités. Et en fait, c'est en échangeant, en se regroupant, qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a exactement les mêmes capacités que les autres même parfois ont des parcours bien plus compliqués, bien plus difficiles et sont dans des situations plus complexes et que finalement, elles ont osé entreprendre et elles ont réussi. Le rôle modèle, pour moi, le rôle modèle les unes des autres est super important. Et c'est toute la richesse de rejoindre des réseaux, un mixte ou pas mixte. Après, c'est chacun selon rejoindre un réseau, c'est vraiment ce qu'on sent chacun. C'est vraiment de booster effectivement cette légitimité que parfois on n'a pas. Oui, totalement d'accord avec toi, Céline. Et puis, j'ajouterais également que parfois, en tant que femme entrepreneur, il nous arrive d'avoir plus de doutes ou plus de crainte, en fait. Et la chose que j'aime à me répéter dans ce cas-là, c'est que même si j'ai peur, en fait, je ne doute pas de mes capacités. Je sais que je peux le faire et je fonce, tout simplement, parce que, au risque de vous surprendre, mais en fait, il n'arrivera rien si vous ne faites rien, si vous ne passez pas à l'action. Et vraiment, pour le coup, je ne peux que vous encourager en tant que femme à vous lancer dans l'entrepreneuriat, tout simplement, en fait, en mesurant ce que ça a un peu impacté, les avantages, les inconvénients. Mais en fait, la première chose, ça commence en commençant. Mais en faisant un petit pas. Je suis bien d'accord avec vous, il faut se lancer. Mais je pense que beaucoup, hommes comme femmes d'ailleurs, on a peur de se lancer. Alors, qu'est-ce qui fait que chez vous deux, comme chez toutes entrepreneurs, vous avez surpassé cette peur pour vraiment vous lancer? Alors moi, je pense que vraiment, j'ai réussi à passer à l'action parce que en fait, je respectais ce qui était important pour moi. Je le faisais parce que je voulais une meilleure qualité de vie, parce que je voulais pas que un patron puisse mal me parler, parce que je voulais pas bosser jusqu'à 20h, 22h si jamais c'était pas un truc qui me prenait aux tripes en fait. Et en l'occurrence, ça m'a pris aux tripes, hein. Mais je savais pourquoi je le faisais parce que oui, dans l'entrepreneuriat, il y a des montagnes russes, mais quand tu es en haut, mais c'est on jubile vraiment, tu fais ce que t'aimes, de la manière dont tu aimes, et encore maintenant. Vraiment, c'est le truc le plus important selon moi, c'est être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on aime et quand c'est un projet qu'on porte, c'est comme le fait de se lever à 6h du matin ou à 4h du matin. Si jamais tu le fais pour quelque chose qui te plaît pas, dont t'as pas envie, tu vas traîner au lit pendant 1 heure, 2 heures. Et étonnamment, si jamais on te dit que c'est pour faire ce que t'aimes, ta passion, ce genre de choses, il y a aucun problème, hein. C'est comme avec les enfants, tu leur dis on va se lever à 4h du matin pour aller chez Disney. Étonnamment, ils sont tous réveillés à 2h du matin. Hein, alors que si tu leur dis on va se réveiller à 6h pour aller à l'école, je dis pas tout ça, attention. Mais globalement, ils sont quand même moins ambiancés que Disney. Moi, pour répondre à la question, c'est la préparation. C'est la préparation pour ma seconde entreprise, j'ai mis 18 mois. Il y a eu 18 mois de préparation. Et pendant 18, en tout cas, les 12 premiers mois, je me suis dit, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si mon projet il n'est pas validé par la banque, etc., je n'irai pas. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis lancée, j'étais en confiance. Mais tout ça, c'est quand même un job à plein temps, hein. C'est un job à plein temps. Et pour oser se lancer, c'est pas bille en tête, hein. C'est une énorme préparation. Et quand on s'est bien entouré, qu'on est bien conseillé par les bonnes personnes, on n'a plus de problème de légitimité et de confiance en soi. On sait qu'on est à sa place, parce qu'on n'est pas tout seul à avoir décidé qu'on y allait. Il y a tout un écosystème autour qui croit en vous. Et donc là, on n'a plus du tout de problème de légitimité, justement, de la nécessité de s'entourer. C'est ça, c'est quand tout le monde croit en vous, autour de vous,
aucun souci. On est obligé d'y aller. Ah bah, on est obligé. Ah bah, et après, il n'y a plus de choix. Une autre question, dans le même sens, une question de Chloé. Avez-vous eu des changements de parcours avec des échecs également? Comment avez-vous fait face à l'échec? Quel a été le déclic pour trouver votre nouveau projet? Bon, il y a plusieurs questions, mais moi j'aime bien la dernière partie. En fin de compte, quel a été le déclic pour trouver votre nouveau projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie, après cet échec-là, de recommencer en fait? On est peut-être un peu maso. On aime souffrir. Non, je pense je rejoins un petit peu ce que je veux dire sur la question précédente. En fait, c'est d'être aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on aime. Moi, c'était vraiment la création d'entreprise. Je me suis rendu compte au travers de ma première expérience que c'était la partie qui m'avait vraiment le plus motivée, le plus ambiancée, c'est le cas de le dire. Et je me suis dit que j'avais un truc à faire là-dedans et que il y avait une place sur le marché. Donc je me suis dit je vais la prendre. Voilà, je me suis pas posé tant de fois de ça la question de la légitimité en fait, puisque je me suis dit j'ai les connaissances j'ai l'expérience terrain. Donc voilà, et puis il faut dire qu'aussi le fait de retourner en salariat et notamment au travers un travail alimentaire, en fait, ça me permettait de dire, donc pour le coup, j'étais très très contente au début, puisque en fait, mon travail alimentaire me permettait de ne ramener aucune responsabilité ou aucun problème chez moi. C'est exactement ce que je voulais, parce que c'est ce que j'avais trop connu au travers de ma première société. Donc voilà, j'étais à l'entreprise 7 heures, je passais les portes de l'entreprise et j'enchaînais sur ma vie et le boulot restait au boulot. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était plus suffisant pour moi, que j'aspirais à autre chose, que je voulais aussi. J'ai pris le temps après mon échec, mon dépôt de bilan, de faire mon deuil entre guillemets de ma société. J'ai pris le temps de me retaper. Voilà, il me fallait ce temps-là. Vraiment, je pense que replonger directement dans l'entrepreneuriat, ça aurait été une bêtise. Et puis, c'est au fur et à mesure, en fait, ça a fait son petit bout de chemin. Et puis, même au début, j'avais mon idée de projet, je travaillais un peu à côté, mais il me fallait quand même des temps de pause où j'avais plus, voilà. J'en suis venue à me dire, mais est-ce que tu es vraiment motivée pour ça? Et en fait, à partir du moment où vraiment, voilà, c'est ce qu'on aime, moi, je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Et au fur et à mesure, ce nouveau projet est devenu une entreprise petit à petit. Ça a fait son bout de chemin. Bien. Le temps s'écoule très vite, mesdames. Donc, on va essayer de faire des réponses un peu plus courtes parce qu'il y a beaucoup de questions encore derrière. On va essayer de répondre à une question. Enfin, je pense que c'est plus du conseil, parce que c'est pas tout à fait le sujet. Je sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais je pense que Dominique, qui nous pose cette question-là, elle est un petit peu en panique et elle veut vraiment avoir du conseil. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à Dominique? Alors oui, moi j'ai la réponse pour Dominique. Le statut juridique, là c'est la juriste qui vous parle, c'est la chose qu'on choisit en dernier. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas une forme juridique comme ça au démarrage, c'est la forme juridique qui viendra parfaitement épouser votre modèle et votre activité. Il y a toujours un modèle, une forme juridique qui sera adaptée. Mais je dirais que c'est ce qui va se décider en dernier. Donc ça, il faut quand même apprendre tous les conseils au démarrage, effectivement, la fiscalité, l'administratif, le droit des successions. Chacun est différent, une situation patrimoniale différente. Il faut prendre un tâche, mais ça, c'est vraiment en dernier. On ne peut pas conseiller comme ça une formule de société à partir de rien. C'est vraiment... la dernière étape. Une autre question qui a été posée donc avant le début du webinaire, c'est pareil, c'est du conseil. Donc, allez, là, voici une question de Martine. C'est pas toi, Marine? C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Comment s'y retrouver dans toutes les aides consacrées aux femmes en création d'entreprise? Y a-t-il un organisme qui regroupe toutes ces informations? Alors, à ma connaissance, non. Mais je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je veux bien répondre. Il n'y a pas un endroit où il existe toutes les informations. Pourquoi? Parce que les mécanismes d'aide sont multiples et variés. Ils sont en plus souvent régionalisés. Donc, d'une région à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes aides. Et que justement, c'est un petit peu la jungle. Alors,
le soutien, l'accompagnement à la création d'entreprise, il y en a partout et l'aide, elle est multiple et qu'effectivement, ce qui est difficile, c'est d'aller trouver l'information et de trouver surtout l'accompagnement qui va vous convenir. Certains accompagnements vont vous aider au démarrage de votre idée, de l'idéation jusqu'à la fin. D'autres vont commencer à vous accompagner à partir du moment où votre idée est bien en place et que vous avez déjà établi votre business plan. Je dirais qu'il faut, là, du coup, c'est vrai qu'il va falloir aller toquer aux portes. Là, je vais encore prêcher pour ma paroisse. C'est intéressant aussi d'intégrer des réseaux où vous allez trouver des personnes qui vont vous conseiller localement en vous disant va voir un tel ou un tel. Et que, quel que soit finalement l'organisme ou la structure qui va vous accompagner, c'est toujours aussi une question de personne. Dans l'accompagnement, c'est aussi le match qu'il va y avoir avec la personne qui va vous conseiller. Dans une même structure, une personne ça va matcher entre vous ou ça va pas matcher. Et c'est important aussi, moi c'est quelque chose que je regrette dans mon accompagnement parce que j'ai rapidement vu, en plus moi c'était ma seconde entreprise, j'avais déjà pas mal de connaissances et en plus j'étais juriste et je me suis aperçue très vite que ça matchait pas. Et j'aurais dû dire non, on arrête là. Je l'ai pas fait et je l'ai regretté parce que ça m'a fait perdre du temps. Et c'est comme avec son banquier. Hein. À titre personnel ou à titre professionnel, si vous ne sentez pas le feeling avec votre banquier, changez de banque. Hein. De toute façon, ils font pas pratiquement tous les mêmes services. Donc, voilà. Sur de multiples sites, vous allez trouver plein de renseignements. N'hésitez pas à pousser plusieurs portes. Voilà, ça prend du temps. De toute façon, vous sortirez toujours. Moi, je vais te monter vraiment optimiste. Vous sortirez toujours avec un conseil en plus que vous n'aviez pas. Prenez surtout ce temps-là et trouvez l'accompagnement qui vous conviendra. Et il y a surtout une organisation que tout le monde oublie, qui est là pour aider les futurs chefs d'entreprise, qui existe depuis, j'allais dire un siècle, mais des décennies. Ce sont les chambres consulaires, les CCI et les CMA, elles sont là pour ça. Donc, il y en a une dans chaque grande ville de France, dans chaque chef-lieu de France, chef-lieu de département, je veux dire. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte des CCI, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres et des métiers artisanaux. Oui, et n'hésitez pas aussi à constituer le nouveau site de BPI Création, qui est une mine de renseignements dans tous les domaines. Bien. Alors, une question qui a eu pas mal de votes. Une question d'Isabelle. La difficulté de trouver le bon accompagnement, payant ou pas? Marine ou Céline? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Pour tout ce qui est gratuit, il y a la chambre de commerce, par exemple, ou probablement la BPI dont vous a parlé Céline et William. Après, pour ce qui est du payant, moi, par exemple, c'est ce que je propose. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est comme tout. Déjà, il faut que ça matche avec la personne, c'est-à-dire que ne pas prendre une personne juste parce que sur le site, elle a l'air d'être super. Comme c'est quelqu'un quand même avec qui vous allez monter une société qui va être pendant quelques années, j'espère, votre bébé, c'est quelque chose de super important de bien s'entendre avec cette personne afin que elle comprenne votre vision, justement vos valeurs, la manière dont vous voulez gérer et créer cette société. Et par la suite, ça dépendra aussi du type d'accompagnement que vous voulez, en fait, des délais de réponse. Est-ce que ce consultant peut vous apporter un carnet d'adresses, d'autres experts, voilà. Ça, pour le coup, c'est un petit peu libre à chacun de voir en fonction de l'investissement qu'il est prêt à faire ou non pour sa future entreprise. Ok. Merci. Alors, juste pour répondre, effectivement aussi là, en matière d'accompagnement, ça dépendra aussi de votre situation personnelle. Si vous êtes à Pôle Emploi, vous pouvez bénéficier effectivement d'aide pour la création ou aller vers aussi le privé. Ça mérite aussi parfois investir aussi de l'argent au démarrage. C'est ce qui fait votre survie après. Donc ça vous voilà. Il y a pas de réponse. Il y a pas vraiment de réponse à cette question-là générale. Je crois qu'on va répondre à peu près de la même manière à Nilan. La difficulté, c'est de trouver le bon statut. Le souci, c'est qu'on a plein d'informations, mais elle n'est pas personnalisable. Moi, je vais vous dire, Nilan, un peu ce que demandait Isabelle tout à l'heure à sa précédente question. Peut-être qu'il va falloir mettre la main à la poche là et prendre un coach, une personne vraiment qualifiée, justement, qui va avoir un soutien personnalisé pour vous.
Ça va, j'ai répondu, les filles? Ouais, Ouais. exactement, parfait. Exactement. Merci. Bon, on va la donner. Je vais essayer de les mettre dans le chat. Tous les organismes. Alors, Femme de Bretagne. Alors, les organismes, il y a deux choses, moi, qui me semblent Oui, importantes quand on est en projet. Il y a deux choses qui sont importantes dans le terme s'entourer. S'entourer, c'est d'aller vers une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, vraiment, qui va aller vous accompagner dans votre projet sur le terrain comptable, juridique, études de marché, etc., etc. Et après, il y a les réseaux. Et les deux choses sont importantes parce que c'est s'entourer de professionnels pour le projet, hein, et à côté commencer à faire connaître votre activité, votre entreprise, et vous entourer d'autres entrepreneurs, hein, qui vont aller vous conseiller. Vous allez pouvoir aussi aller vers du mentorat, hein. Il y a plein d'associations qui vont vous proposer du mentorat. Vous pouvez aller vers des associations comme Femmes des Territoires, voilà, où là c'est la collectivité qui s'entraide, hein, des femmes, ou vers des réseaux qui sont plus sectoriels dans votre domaine d'activité, hein. Je voyais des questions qui passaient sur la vigne, sur les vignerons, les vigneronnes. Voilà, après, voilà, mais surtout, même dès le démarrage, commencez à vous entourer, commencez à faire parler de vous et de votre projet, ce qui fait que quand, au bout de quelques mois, vous allez vous lancer, vous aurez déjà un écosystème autour de vous. Merci. Une autre question. Je suis en train de faire autre chose en même temps. Mais je suis en train de. Donc, je mets dans le chat, hein, Femmes des Territoires, Actionnel, les premières. Il y a qui d'autre, Céline? En accompagnement à la création d'entreprise? Oui. Les CCI, les CMA, hein, Oui, les chambres des métiers, les BGE, Initiative France, qui a des antennes partout. Il y a l'ADI. L'ADI, c'est important aussi. C'est du microcrédit. C'est là où vous n'allez pas pouvoir être financé nécessairement par les banques pour de multiples raisons. L'ADI va pouvoir vous accompagner et vous donner aussi du microcrédit. Les premières, voilà, il y a les incubateurs, il y a dans l'ESS, il y a énormément aussi d'organismes qui vont pouvoir vous aider. On ne peut pas tous les citer, hein. Ne serait-ce que par exemple, on prend les réseaux féminins, il y en a 500 en France, hein, qui sont qui vont être à l'échelle d'une. Il y en a combien qui sont dédiés aux hommes? J'ai pas le chiffre. Ah, là. voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous, on ne représente rien, de toute façon. Alors, une question, en avis, qui est apparue pendant votre parcours. Que s'est-il passé pour prendre la décision de fermer cette première entreprise? Alors, je ne sais pas si c'était Céline ou Marine. C'est moi. Ce qui s'est passé, en fait, j'étais dans l'immobilier, donc sur le secteur de Carnac, la Trinité, hein, et la saison d'été n'avait pas été bonne, hein, et que l'hiver est sur l'activité que j'avais, donc assez saisonnière, hein, sur l'hiver, je voyais bien que j'allais pas tenir en termes de trésorerie jusqu'au printemps suivant. Donc j'avais le choix ou de continuer et de prendre vraiment le risque d'être en danger financièrement ou de fermer. Donc j'ai décidé de fermer. Je l'ai pas, enfin sur le mode juridique où je l'ai fait, je regrette, hein, mais par contre clairement j'aurais pas passé l'hiver puisque le secteur immobilier a fait une très très mauvaise saison cette année-là. Et puis il vaut mieux fermer avant plutôt que de se retrouver au tribunal avec des dettes par la suite. Voilà. Une question, Dominique, comment financièrement êtes-vous sorti de ces premières expériences infructueuses, Marine? Sur le coup, pas très bien, hein, je vous avoue. Heureusement, moi, ça ne se voit plus, Marine. C'est ça, exactement. Je me suis retapée depuis. Mais moi, j'ai déposé le bilan parce que justement, je n'étais plus dans mes objectifs et j'ai eu le choix soit de réinjecter à nouveau de l'argent dans ma société, soit d'arrêter. Et j'ai pris, selon moi, le choix le plus responsable d'arrêter à présent, en fait. Donc, je m'en suis quand même sortie plutôt bien. J'aurais pu prendre le choix de réinjecter, remettre de l'argent et finalement, pour que se termine de la même manière. Donc, c'est sûr que sur le coup, oui, hein, on va pas se mentir, j'ai perdu de l'argent, mais en même temps, c'était le jeu. En fait, je le savais.
Après, par un dépôt de bilan, bah, heureusement, voilà, quand on fait les choses légalement, moi, mon patrimoine personnel n'a pas du tout été impacté dedans. J'ai perdu le capital que j'avais placé initialement, mais hormis ça, voilà, c'était totalement dissocié. Bien. Bon, après, voilà, c'est des choix aussi. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est des choix. Moi, ça a été compliqué. À un moment, bah, voilà, j'ai pas honte de le dire. J'étais au RSA, voilà, j'étais au RSA, et ça a duré 6 mois, le temps que je rebondisse. Et puis, heureusement, on est dans un pays qui nous laisse pas complètement de côté non plus. Bah, ça forge aussi, hein, ça forge. On sait pourquoi on fait les choses, et ça m'a pas empêché de reprendre le risque de réentreprendre. Et bah, c'est financièrement. Moi, j'ai jamais été entrepreneur pour être riche. Je le serai jamais, ça c'est clair. Une question de Martine. Les femmes semblent moins inconscientes que les hommes face à la création d'entreprise. Le risque pour la famille, est-ce un frein? Si on prend les chiffres, les femmes mettent plus de temps à préparer leur projet. Effectivement, elles sont dans une vision pour préparer leur projet, dans une préparation qui est plus longue que les hommes. Donc effectivement, on a ce côté, je pense, prudence, famille, etc. Après, dans les statistiques, les entreprises qui sont montées par les hommes ou par les femmes perdurent de la même manière, et elles perdurent même plus chez les femmes que chez les hommes, hein, peut-être effectivement au niveau de préparation. Après, ce sont quand même des chiffres qu'il faut prendre avec précaution. Myriam nous dit, diriez-vous que les 2 ans correspondent aux 5 étapes de la courbe du deuil? Totalement. Complètement. Bon, bah merci. C'est vrai que c'est pas très rigolo comme sujet, mais oui, ça correspond à ça, effectivement. Ouais, voilà, dans une séparation de couple, un deuil, fermer sa boîte, hein, c'est son bébé, hein, on a pris du temps à le préparer, voilà, il faut s'en remettre. Et c'est pas parce que c'est drôle qu'il faut pas en parler, au contraire, moi je suis pour le fait de libérer la parole à ce sujet-là, parce que moi j'aurais adoré lire des articles ou des témoignages de personnes qui ont traversé la même chose que moi pour me dire en fait non, t'es pas coupable, quoi. C'est pas grave, ça va passer un moment ou un autre, et au contraire, libérons la parole sur tout ce qu'on appelle les échecs, parce que c'est normal en fait, tout simplement. Après coup, qu'est-ce qui vous a manqué sur cette première expérience, nous demande Isabelle? C'est une bonne question, je ne me l'ai jamais posée jusque-là. Qu'est-ce qui m'a manqué? Ça, c'est sur un réseau, parce que j'étais vraiment toute seule, et c'était un des axes principaux dans le développement de ma deuxième société. Je voulais pas laisser des personnes dans le même état que moi lors de mon premier dépôt de bilan. Qu'est-ce qui m'a manqué? Je pense surtout à la fin du recul. J'avais la tête dans le guidon et je ne voyais que les problèmes, et j'aurais voulu que justement je puisse prendre du recul en disant attends, pose-toi 2 secondes, on va trouver une solution, et voilà. J'ai plus réussi à m'adapter, on va dire. Et pour toi, Céline? Dans la première expérience, c'est ce qui m'a manqué, certainement l'expérience. Ouais, c'est la solitude en fait. C'est la solitude que j'avais dans ma première entreprise qui m'a le plus pesé, hein. Et ce qui m'a manqué, c'était vraiment de ne pas m'être ouverte, d'avoir eu trop de craintes, et trop de peur et trop de freins. Voilà, et j'avais pas pris conscience en fait que je devenais entrepreneur. Quand j'ai monté ma boîte, j'avais la première boîte, j'avais pas toute l'étendue en fait de tout ce que j'allais devoir maîtriser. J'en avais pas conscience. Et si j'avais été accompagnée ou si je m'étais entourée, certainement que j'aurais eu des signaux d'alerte sur plein de points. Il nous reste 5 minutes. Alors, je ne sais pas si vous voyez une question qui vous semble pertinente. Non, ça on l'a fait. Je n'en sais qu'une seule. J'en avais trouvé une difficile de trouver. On a répondu à celle-là aussi. Celle-là aussi. Ne se cache-t-on pas derrière l'apprentissage quand on plante sa boîte? Merci Dimitri. Oui. Ah oui, on nous a parlé, il y avait une question à propos, est-ce que vous connaissez les couveuses d'entreprise? Oui.
Ah voilà, c'était Elisabeth. Voilà, c'est Elisabeth qui pose cette question. Couveuse d'entreprise, vous connaissez? Oui, il en existe plein des couveuses. Elles ont toutes des périmètres d'action différents. Là, la couveuse, justement, là, on s'entoure vraiment. Là, c'est idéal hein, d'être en couveuse ou en incubateur quand on se lance. C'est clair. Après, là, c'est pareil, hein, c'est vraiment, faut bien se renseigner à l'échelle de votre département, de votre ville, le nombre, enfin, et voilà, ça dépend vraiment d'un département à l'autre. Aller toquer aux bonnes portes. Là, il faut prendre les renseignements, département par département. Bien, merci mesdames. Je regarde encore les questions, mais il y en a plein d'autres, mais on a déjà répondu, vous avez répondu indirectement. Le manque de culture. Alors, que nous dit Dominique, là, je vais vous la lire en temps réel. Se lancer n'est pas qu'une peur personnelle, il y a un manque de culture entrepreneuriale dans les structures d'accompagnement, une réponse orientée sur les limites et non la capacité d'écoute et de risque qui sont liées à la notion d'entreprendre. Oui, de toute façon, on est en France, hein, donc c'est sûr que l'entrepreneuriat, déjà, c'est mal vu. C'est impressionnant la différence. Hein. Comment, Marine? Et c'est impressionnant la différence vis-à-vis de l'entrepreneuriat entre la culture française, par exemple, et la culture américaine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'après mon dépôt de bilan, tout le monde s'est permis, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes se sont permises d'émettre des avis ou de juger. Et quand j'ai parlé à une amie américaine, la première chose qu'elle m'a dit, c'est OK, what's next? Quand est-ce que tu remontes ta boîte? Qu'est-ce que tu fais après? Et ça m'a sidérée. J'étais attends, laisse-moi le temps de me retaper déjà un petit peu. Mais c'était tout de suite genre tu repars, tu l'as fait, c'est super, tu vas continuer maintenant. Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. En France, on a un peu tendance parfois à pointer du doigt justement cet échec. T'avais ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Voilà, ce qui est fait. C'est comme l'argent en France, c'est tabou. Faut pas en parler de l'échec. Alors qu'au contraire, vous allez voir un banquier américain, vous leur dites, je viens vous voir parce que j'ai besoin d'argent pour monter ma deuxième boîte parce que la première je l'ai plantée. C'est le banquier américain, c'est le premier à signer avec vous. Parce qu'il sait que vous avez appris de vos erreurs. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, en France, même la première entreprise, quelquefois, on ne prête pas. Donc, mais bon. Quoi d'autre? Non, il nous reste 3 minutes. Là, une petite dernière. Attendez, je regarde comme dans le chat, parce que quelquefois, il y a des gens qui posent des questions dans le chat. C'est pas dans le chat qu'il faut poser des questions. Non, écoutez, je pense qu'on a pu répondre à tout le monde. Pour l'évaluation de l'expérience de vie, assurez-vous. Ah oui, alors. Tiens, celle-ci. Pour vous, avec l'ensemble de vos expériences de vie, avez-vous rebondi en trouvant votre ikigai, c'est-à-dire votre raison d'être dans un travail qui conjugue passion, mission, vocation et profession? Je crois que la réponse est oui. Oui, en tout cas en ce qui me concerne, moi, Femme des territoires, ça me porte tous les jours. C'est un projet de fou, c'est un projet qui a des valeurs, du sens. C'est une expérience formidable. C'est un projet de vie pour moi, c'est mon sacerdoce. Enfin voilà, je m'éclate totalement dans ce que je fais. Et je sais aussi que dans quelques années, certainement, ça me plaira moins, que j'en aurai fait le tour. Et voilà, je ferai certainement autre chose. Voilà, je m'écouterai. Voilà, quand je serai plus à ma place, mais là, je suis vraiment à ma place. Mais quand j'y serai plus, ou quand d'autres personnes seront bien plus à une meilleure place que moi, enfin, pour faire le job que je fais aujourd'hui, j'ai pas de souci à me dire que voilà, dans 5 ans, je serai peut-être sur un autre projet. Tu feras un nouvel ikigai, Céline, à ce moment-là. Oui, je rejoins tout à fait Céline là-dessus. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est que mon premier ikigai, je l'ai fait lors d'un atelier avec l'association donc Femmes de Bretagne. Donc c'est assez rigolo quand même. Et pour le coup, en le faisant, ça m'a confirmé mes choix en fait. Je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de partir là-dedans. Donc pour résumer, les conseils, c'est s'entourer, s'entourer, s'entourer. Et puis une fois que vous êtes bien entouré, n'ayez plus peur, lancez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Et au moment où vous n'avez plus de doute sur votre place, votre légitimité à faire ce que vous avez prévu de faire, tout va se dérouler normalement. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave, vous l'aurez fait.
C'est ça, exactement. Et moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose, c'est n'attendez pas que tout soit parfait. C'est vrai que c'est un petit peu un réflexe qu'on a tendance à avoir. On veut que tout soit parfait, mais allez-y, quoi. Faites ne serait-ce qu'un petit pas, lancez-vous vraiment, et puis après, ça ira crescendo. Bien, merci Céline, merci Marine. Merci à tout le monde d'être là. Puis je crois que, apparemment, beaucoup de monde le dit, vous êtes également, comme d'habitude, comme chaque semaine, beaucoup entraînés entre vous dans le chat. C'est super. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, à partir de 10h du matin jusqu'à 18h. Céline, tu seras avec nous. Je ne sais plus à quelle heure tu interviens. J'interviens à 11h15, là pour vous parler précisément du réseau Femmes des Territoires. Très bien. 10h, 18h la semaine prochaine, une journée exceptionnelle avec Elisabeth Moreno, la ministre déléguée Hommes-Femmes, Marie-Éloi, la présidente de Femmes des Territoires, enfin beaucoup d'intervenantes. Et on va parler donc des réseaux spécifiques aux femmes et également on vous permettra d'écouter des femmes chefs d'entrepreneurs, comment elles ont fait pour créer, monter leur entreprise. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, à la fin de ce webinaire, vous serez directement redirigé vers le site Second Souffle, directement sur la page d'inscription des 24 heures pour rebondir. N'hésitez pas, on attend plus de 2000 personnes. Bye bye, bon week-end. Au revoir, merci.